Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour mon histoire par rapport à la Mega Drive. Alors quand est-ce que j'ai pu me procurer cette console? Mon histoire, on va dire, avec la première fois que j'ai pu en effet posséder cette console à travers plusieurs titres, et puis également voilà, on va voir les jeux que j'ai pu avoir au début de la console, comme par exemple ici Sonic, et puis je vous ai pris environ 12 jeux sur la première année que j'ai pu faire sur la console, jusqu'à on va dire fin 92 environ. Sachant que vous allez voir que j'ai pas forcément eu les meilleurs jeux dès le début. On faisait un peu comme on pouvait, c'est-à-dire des échanges, des reprises, beaucoup d'occasions. J'ai rarement acheté des jeux neufs sur la Mega Drive. Peut-être que j'ai acheté en effet sur la fin un ou deux titres qui sortaient. Notamment au mois de décembre, dont le fameux Sonic 2 que tout le monde a eu en neuf, pour l'avoir tout de suite, pas attendre l'occasion. C'était un peu le phénomène équivalent avec Donkey Kong sur la Super Nintendo beaucoup plus tard, mais on voulait pas attendre l'occasion, voilà, pour pouvoir se procurer ce titre-là. Alors la Mega Drive, il faut savoir que cette console, la toute première fois que je peux en effet y jouer, c'est chez des amis. C'est-à-dire qu'on avait déjà une voisine qui avait cette fameuse console Mega Drive grâce à son père qui voyageait et qui lui avait ramené, je crois, d'Asie. Et elle jouait donc avec la Mega Drive japonaise et elle jouait à des titres comme Castle of Illusion et d'autres jeux. Alors qu'ils venaient à peine de sortir, nous on était encore sur la Master System. Et quand en effet, pour ma part, pour la suite, en juillet 92, je peux me procurer cette console. Les deux premiers titres, voilà, qu'on a avec la console et qui sont d'origine avec le pack, c'est le fameux pack Street of Rage et Sonic the Hedgehog. Sur la console, c'est-à-dire que nous, dans mes souvenirs, on avait déjà Sonic Master System et on avait par exemple, on jouait souvent à Alex Kidd, on jouait souvent à des titres plus 8 bits pour l'histoire, sachant que on avait une Master System entre frères et sœurs. On n'avait pas forcément une console appropriée à un frère ou une sœur. C'était un partage. La première console qui est individuelle, c'est pour moi la Mega Drive. C'est-à-dire que voilà, après mes sœurs continuent de jouer à d'autres titres sur la console, mais de mon côté, voilà, j'ai ma propre console. Et cette console là, c'est assez incroyable parce que même la première fois par exemple que tu mets la main sur un Sonic ou un Street of Rage, tu as vu les jeux dans les supermarchés, tu as vu les jeux tourner également dans des vitrines sans pouvoir mettre la main sur le paddle. Alors Sonic, on pouvait y jouer, il y avait des bornes de démonstration du côté de grandes surfaces, dont les fameux continents à l'époque que tout le monde a connu. Et il y avait également, je crois, les jouets clubs, la récré, qui faisaient ça également. Mais par contre, le Street of Rage, là, c'était beaucoup plus compliqué pour la plupart des joueurs de toucher à ce jeu-là. Et voilà donc le Street of Rage, c'est un jeu qui fait partie de ce pack vraiment exceptionnel qu'avait sorti Sega avec les deux titres phares de la console. Et ce jeu-là, en effet, c'est pas celui que j'avais à l'époque, parce que vous pensez bien que depuis le temps, ma console d'origine, j'ai dû la revendre pour m'acheter d'autres choses par la suite, dont par exemple la PS2 ou des choses comme ça, mais je l'ai gardé très longtemps, ma Mega Drive d'origine, jusqu'à 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Mais pour dire, voilà, le Street of Rage, quand il arrive dans en effet les foyers,
toi, tu te dis, bon, c'est un très grand jeu, dans les magazines, il est extrêmement bien noté, mais quand tu prends le pad en main et que tu y joues pour la première fois, tu te rends compte de l'impact en fait de ce jeu au niveau du gameplay, de la puissance graphique, et là tu te dis, on a un jeu qui aurait pu sortir dans les bornes d'arcade, et toi avec ton esprit de gamin de 12, 13, 14 ans, t'as l'impression de jouer à un jeu qui en effet est exclusif à la console, mais en plus de ça, qui te permet de jouer à plusieurs en même temps, sélectionner différents personnages, et puis avoir un environnement musical exceptionnel. Tu as des armes que tu peux ramasser. Après, bien sûr, tout le monde connaît ce titre-là, les musiques de Yuzo Koshiro qui sont incroyables. Pour nous à l'époque, qui ne pouvons pas forcément aller dans les salles d'arcade à part les fêtes foraines ou les centres de vacances où il y a des bornes pour jouer à des jeux de beat'em all comme les Final Fight, les Double Dragon et autres. On est un peu mis à l'écart en fait de ce monde des beat'em all, et c'est ça en fait que Sega va permettre aux gamins de les initier en fait à tout ce qui est jeu de combat façonné arcade. Et nous sincèrement voilà, quand t'es gamin, tu ne sais pas si ce jeu il existe en borne d'arcade ou pas, t'en sais absolument rien. D'ailleurs, je me souviens qu'on essayait de savoir et de chercher si ce jeu, on pouvait le trouver sur certaines bornes Sega. Bon, la plupart du temps, bon, ça restait quand même des trucs communs qu'on voyait dans les salles de fêtes foraines ou autour des plages, avec des bornes dédiées au football, Tecmo World Cup, Wrestlefest, Rampage, Ghost and Goblins, Opération Wolf, tout ça. Mais oui, en effet, on n'a jamais vu le Street of Rage premier du nom de chez Sega sur une borne. Et pour nous, en fait, on se sentait quelque part exclusif par rapport à ce genre de titre qui n'existait nulle part. C'est-à-dire que sur la NES, vous avez des petits personnages qui se tapaient dessus à la Double Dragon, même si c'était assez sympa. Mais avec le temps, en fait, on a pu voir que Sega faisait des grands titres exclusifs pour la Mega Drive. Et on se sentait considéré particulièrement pour cette console-là. Comparé à des gens qui avaient la NES et la Game Boy. La Game Boy qui est une très belle console, mais qui reste une console portable en monochrome. Même si après la Game Boy Color va apporter 3-4 couleurs en plus, mais bon, il n'y a pas de quoi. Hein. Et je veux dire, c'était à chaque fois des adaptations de salles d'arcade avec tout ce que faisait Taito et puis d'autres compagnies. Alors du côté de Sega, on n'a pas eu Capcom forcément qui a fait des trucs sur la console, mis à part les Street Fighter avec le temps, et certains autres titres. Mais bon, sincèrement, Street of Rage, il sort pratiquement 2 ans après le début de la console. Surtout déjà pour nous Européens, quand on l'a vraiment dans nos supermarchés un peu plus tard qu'au Japon, on pense que la Mega Drive va faire des trucs exceptionnels par le temps, elle en a fait. Mais au final, quand tu regardes Street of Rage 1, c'est peut-être un des jeux les plus aboutis, il arrive déjà au début de la console, donc c'est pas forcément de bon augure quand tu réfléchis à ce qui pourrait se passer dans le futur pour la console, mais étant gamin avec tes yeux d'enfant, tu te dis ah c'est incroyable, les sprites ils sont énormes, les niveaux ils sont extrêmement longs, le jeu est extrêmement long, tu mets le jeu en hard, voire en hardest, avec le niveau également sur la version japonaise qui est beaucoup plus difficile qu'en Europe. Ce que je veux dire c'est que le jeu il te prend du temps quand même, il te prend du temps, tu le finis pas comme ça, c'est pas un jeu Disney où c'est de la plateforme et t'avances, et c'est très très sympa. Donc voilà, les 2 premiers jeux que j'ai, hein, et franchement il y a de quoi vraiment être content quand tu commences la Mega Drive et t'es pas déçu. C'est le Sonic et puis Street of Rage. C'est-à-dire que nous on a terminé plusieurs fois Sonic sur Master System, et puis en 92 quand moi j'ai la console, Sonic Mega Drive, enfin t'es avec des grands yeux comme ça, tu te dis c'est assez époustouflant ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis dans la petite boîte, voilà, ils avaient mis
Sega donnait des petits goodies à l'époque. Il y a par exemple ce poster de Sonic qui est à l'intérieur, vous voyez, pour faire la promo du jeu. Cela dit, voilà, après on le retrouve dans plusieurs titres, hein, et vous avez la setlist de lancement de la console sur les deux premières années environ, avec les logos. Alors vous remarquez que très souvent Sega a adapté des licences fortes du cinéma, de la musique, de la pop culture, à savoir pop culture, les ninjas, voilà, et je vous parlerai de Shinobi tout à l'heure. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont assez axés pour les adolescents, comparé à la NES où on avait des jeux assez avec des graphismes très légers, très enfantins, très édulcorés. Là, on est déjà dans un côté plus adulte. Rien que Sonic, la vitesse d'animation, les musiques vraiment incroyables également, et puis on a ce level design qui rivalise d'ingéniosité. On a même ici, voilà, on a ici par exemple des stages bonus, hein, du côté de Sonic avec des rotations qui peuvent faire penser à ce qu'avait fait Nintendo et le mode 7. Je pense que Sega a essayé de faire des choses, d'innover et de concurrencer la Super Nintendo sur son territoire, sachant que c'était vraiment deux façons de voir le jeu vidéo complètement différentes, hein, sur console. Et on va dire que Sonic mélangeait le côté enfantin et l'évolution par rapport à un personnage qui devenait de plus en plus adulte à travers le jeu, une progression. Alors que c'est vrai que Mario, c'était complètement différent, la vision des choses sur la NES. Cela dit, Super Mario World a remis les pendules à l'heure une nouvelle fois et a rééquilibré les choses, hein, du côté de la Super Nintendo au niveau du gameplay avec des innovations. Mais c'est vrai que Sonic, la grande capacité de ce jeu pour impressionner, c'était la vitesse d'animation, le scrolling multidirectionnel, parce que tu vas de haut en bas, de droite à gauche, tu reviens en arrière, les niveaux sont complets. Il n'y a plus ce système où en fait vous avez des écrans qui apparaissent et vous pouvez pas revenir en arrière, ou alors un scrolling qui vous projette vers la droite et qui vous empêche également de revenir à chaque fois. On est très loin, voilà, de ce qu'avait fait Nintendo sur la NES avec par exemple tout ce qui était les premiers jeux de plateforme, hein, au niveau de la console, qui étaient assez difficiles. Là on s'amuse, on a la tolérance de pouvoir perdre, on va dire, un peu d'énergie, mais on rattrape vite des anneaux pour continuer l'aventure et rester en vie. Il y a une grande tolérance au niveau de la difficulté, et au final il y a beaucoup de petites choses cachées au niveau des décors qui vous permettent parfois de faire des speedruns à travers et de découvrir, voilà, des vies en plus, parce que le but en fait de ces jeux là, c'est de ramasser une tonne de vie pour ensuite être à l'aise sur les derniers niveaux et les derniers boss. C'est tout l'intérêt. C'est exactement la même mécanique de jeu que Disney et Sega avaient fait du côté de Quackshot, Castle of Illusion, et puis et d'autres titres, hein, pour Aladdin par exemple, beaucoup plus tard avec David Perry et Virgin. Donc voilà, ensuite, moi pour ma part, j'étais extrêmement fan de basket. Eh bien, j'ai pris le Bulls versus Lakers. Voilà, étant fan de la NBA, voilà, le Bulls Lakers d'Electronic Arts, qui met en valeur la finale NBA de 91 avec Jordan et puis Magic Johnson. C'est le premier titre, hein, des Bulls. Alors ce titre-là, tu as à l'intérieur, voilà, une évolution au niveau des dunks. Alors il faut savoir que Bulls Lakers, c'est pas le premier de la série à sortir sur la Mega Drive. Avant, il y avait eu Lakers Celtic qui avait été brièvement sorti en version Genesis, hein, sur le sol européen. Il faut savoir que la version Mega Drive PAL est extrêmement chère, extrêmement recherchée, parce qu'elle a été retirée du marché et des entrepôts très rapidement. Il n'y a que quelques boutiques qui avaient été fournies en Lakers Celtic, et pour un problème de droit d'image des joueurs de la NBA que Electronic Arts n'avait pas
payé, eh bien le Lakers Celtic avait été retiré du marché. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Et tout de suite derrière, ils ont sorti le Bulls Lakers. Donc pour ceux qui ont la version Genesis de Lakers Celtic, en effet, il y en a beaucoup plus qui ont circulé avec cette boîte cartonnée également. Mais la version pâle, allez faire un tour aujourd'hui sur les sites de revente. Ils sont extrêmement chers. C'est parmi les jeux Mega Drive les plus chers parce qu'il y a peut-être 10, 15, 20 exemplaires qui peuvent tourner au niveau des reventes depuis quelques années. Voilà. Donc voilà, pour venir au jeu, hein, Bulls Lakers, c'est un jeu qui m'a permis de pouvoir jouer la NBA sur console d'une autre manière que les jeux comment dire, c'était qui avait fait ça là, ceux qui avaient fait Kick-Off et qui avaient fait des petits jeux de basket vidéo, TV Basketball sur la PC Engine et sur Amiga, Atari. Il y avait également je sais plus si ça s'appelait Sensible Basketball ou un truc comme ça. Enfin, il y avait également un espèce de kick-off vidéo avec du basket, c'était horrible. Tous les jeux de basket sur Atari. Euh, je veux dire, même sur la NES, on n'a pas eu un jeu de basket digne de ce nom. On a toujours dû attendre d'avoir quelque chose sur console 16 bits pour mettre en valeur des grands sprites, la couleur différente des joueurs, les numéros sur les maillots. Vous avez des spectateurs, même s'ils sont statiques, bon, ça reste assez attrayant au niveau de l'image, c'est très beau visuellement. Il faut savoir que ce jeu-là, après, vaut mieux y jouer sur la version Genesis en US, parce que tout simplement le jeu est en 60 Hz. Et si vous jouez avec la version pâle, les joueurs sont extrêmement lents pour changer de terrain, pour remonter la balle, pour dunker, et tout est au ralenti au final, t'as l'impression, mais avec tes yeux d'enfant de 12-13 ans, bon, tu trouves ton compte parce que t'as tellement été déçu par tout ce qui a été fait sur la console NES, la Game Boy. Il y a eu du double dribble, il y a eu, enfin, le Tecmo NBA Basketball, il arrive après ce Bulls Lakers, hein, il arrive pas du tout. Je crois que c'est 92, quelque chose comme ça. Mais la première année en 91, vous avez pas de jeu potable de basket et ça, pour les fans de basket, c'est compliqué sur console. On a commencé à avoir des très bons jeux de baseball, des très bons jeux de football américain, même sur Master System, hein. Il y a Walter Payton et je crois que l'autre c'est Reggie Jackson ou il s'appelle American Pro Football en version européenne et l'autre c'est je crois que c'est American Baseball ou quelque chose comme ça. C'est des très très bons jeux pour du 8 bits, il y a tout. Il y a même des séquences animées avec parfois les joueurs qui sont en gros plan et tout. C'est très bien fait. Il y a des petites voix digites qui sont rajoutées parfois. Pour le baseball, même sur Mega Drive. Là, sur le basket, bon, on est aux prémices de ce qui va être les futurs NBA Live, hein, de la console. C'est Electronic Arts qui est aux commandes. Mais c'est un moteur graphique qui va être complètement modifié en 94 avec le NBA Live 95. Et là, on aura un autre jeu avec une vue isométrique. Mais déjà, vous avez pour la première fois, voilà, les 16 équipes de la NBA qui ont joué les playoffs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, on va dire, tous les effectifs, mais vous avez un jeu basé, en effet, sur la finale NBA. Et puis les playoffs, hein, c'est-à-dire qu'on peut, je crois, faire. Je crois qu'on peut faire la saison, mais j'ai même pas. J'ai pas à revérifier. C'est peut-être à partir des prochains jeux comme le Bulls Blazers et puis le NBA Showdown qui arrivera après. Au Japon, le NBA Showdown s'appelle Bulls versus Suns. C'est la finale Charles Barkley contre Michael Jordan en 93. Et puis, vous avez la fonction ralenti qui vous permet également dans le jeu de pouvoir revoir l'action sur environ 10 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est assez sympa. Et puis juste derrière ce jeu-là, vous aurez Team USA pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, qui est vraiment, au niveau du gameplay, il est meilleur. Il est meilleur que Bulls Lakers. Cela dit, vous n'avez pas
d'autres équipes que la Team USA pour le basket US. C'est basé sur les équipes nationales et ça reste un frein, on va dire, pour le nombre de ventes. Même si la Team USA à l'époque, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, de Michael Jackson ou de Sonic au niveau du marketing. On voit la Team USA, c'est une équipe All-Star, c'est vendeur. Il y a les meilleurs joueurs de la NBA qui viennent en Europe faire les Jeux Olympiques. Enfin, tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui, hein. Je suis pas sûr qu'on se souvienne de la Team USA de 2012, forcément, quoi, à Londres aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est plus celle de 92. Enfin, cela dit, voilà, Bulls Lakers, pour moi, c'est un très grand souvenir. Et je crois, dans mes souvenirs, j'essaye de vous faire un classement des jeux que j'ai eu par ordre. Donc là, ça serait mon troisième jeu. Et derrière, en fait, ce que je fais, je suis depuis environ, quelques mois au lycée, et à côté la station de RER pour aller à Paris. Donc qu'est-ce que je fais parfois le mercredi après-midi quand il n'y a plus cours, ou alors le vendredi ou le jeudi en fin de journée, pour être tranquille le week-end, hein. Eh bien, on va à République, on va en effet récupérer des jeux, faire de l'échange, de l'occasion. Moi, je suis pas du tout un gars de Jussieu, sauf à partir, on va dire, de peut-être plus 80. Ah, c'est difficile, hein. Fin 93. Fin 93, je commence à aller à Jussieu, mais de 88 où j'y vais avec la famille, les parents, voilà, où on va en voiture, genre un week-end tous les 3 mois ou 4 mois. Je prends le RER et à partir du lycée, je peux en effet pouvoir aller faire des échanges. À l'époque, l'échange, 50 francs l'échange, hop, tu prenais un autre jeu ou tu l'achetais. J'avais pris ce Battle Squadron, je l'avais acheté chez Ami Le Pro. Je me souviens exactement du moment parfois où j'étais dans la boutique avec telle ou telle personne et tout. Parce que c'est des moments marquants, c'était le premier jeu en fait que t'achètes. Et moi je voulais un jeu de tir. J'étais extrêmement fan de Xenon 2. Alors Xenon 2, je l'ai jamais acheté sur la Mega Drive ni la Master System parce que je l'avais sur Atari ST. Et c'est un titre en fait, le Xenon 2 qui m'a initié au grand shoot'em up. Je pense pas que ça soit le premier shoot'em up auquel j'ai joué de ma vie. Je pense pas. Mais il a fait partie de ces jeux en fait. Qui m'ont initié à la difficulté, à l'ambiance musicale. C'est-à-dire que même en salle d'arcade, mis à part avoir regardé et joué à Space Invader, parce que les parties de Space Invader à l'époque, quand t'as 10 ans, bah c'est 2 francs la partie, hein, c'est très peu cher. Les bornes d'arcade qui étaient en fin de vie te permettaient de jouer à des jeux pour rien du tout. J'ai pas souvenir d'avoir joué ni à R-Type, ni à Gradius. Tous ces jeux-là, moi, je les ai découverts longtemps plus tard. Enfin, même si R-Type, bien sûr, sur Master System, je connaissais. Mais j'avais pas envie d'y jouer en arcade. Je pouvais les voir, mais je préférais aller jouer aux jeux de foot. Là, tout ce qui était Hat-Trick Hero, Tecmo World Cup, un peu plus tard, les sidekicks qui sont arrivés. Enfin, des jeux comme ça. J'ai même fait du Virtua Striker beaucoup plus tard, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que Battle Squadron, voilà, pour revenir, je l'achète chez Ami Le Pro, chez le fameux monsieur Hasenberg, hein, pour ceux qui ont connu le gérant de la boutique, avec les personnes qui étaient vendeurs à l'époque. Il y avait un monsieur asiatique qui avait... ouais, je pense à l'époque il avait peut-être 27-28 ans, quelque chose comme ça, très gentil, toujours serviable, très poli, parlait bien aux gens, et puis il y avait... alors c'est peut-être pas exactement le vendeur qui m'avait aiguillé, hein. Peut-être cambodgien, je sais plus, un peu typé, et puis il y avait un ou deux autres vendeurs qui étaient là toujours, hein, toujours prêts à vous accueillir. Ami Le Pro, moi c'est une boutique. J'ai fait beaucoup d'achats là-bas, beaucoup d'achats Super Nintendo, Mega Drive, pas Game Boy, parce que la Game Boy en fait, peut-être que je vous en parlerai un jour, mais c'était plus chez Coconut que j'ai fait des achats là-bas pour la Game Boy, et puis les supermarchés comme tout le monde, hein, voilà.
Battle Squadron, le vendeur me dit, bah si t'aimes bien les shoot 'em up, comme Xenon 2 sur Atari ST, tu sais, je parlais un peu de l'Atari, je parlais de si, parce qu'à cette époque-là, ils avaient pratiquement arrêté de vendre des jeux Atari ST, Amiga dans ces magasins, même s'il y en avait. Mais en 92, fin 92, c'est du déstockage. On déstocke complètement en fait comment dire, l'Amiga. Il y a des bacs avec des jeux Amiga et puis on dégage ça. Et il me dit, il y a un jeu, si t'aimes bien les jeux Atari Amiga, il y a un jeu qui était sur Amiga, c'est Battle Squadron. Et ce titre-là, il est très bien adapté sur la Mega Drive. Et en effet, si jamais tu veux revivre un peu l'époque ordinateur sur Mega Drive, et ben moi je te conseille de prendre. Alors, il faisait partie des jeux peut-être les moins chers en occasion, même si, parce qu'il faut dire un truc, c'est que les jeux d'occasion à l'époque sur Mega Drive, c'est entre 199 francs et 350 francs l'occasion, sachant qu'un jeu neuf coûtait 450, c'était environ ça. Celui-là, il était à 250 francs d'occasion. Je sais plus s'il était... Il était déjà sorti depuis 90, hein, je vois la date ici, là. Et cela dit, en fait, bah, moi j'ai adoré le jeu. Et, quand en effet je suis rentré chez moi et que j'ai joué avec, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré le titre, le gameplay, la difficulté progressive. Tu pouvais mettre une difficulté, tu avais plus d'ennemis à l'écran. Les musiques étaient très bonnes. Cela dit, sur Amiga, c'est vrai, elles étaient encore meilleures. Ça, c'est clair et net. Cela dit, j'ai pas été dépaysé par rapport à Xenon 2, je l'ai trouvé vraiment différent, mais beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que le level design de Xenon 2, si vous le connaissez, ça va pas très vite. Ça va pas très vite, le défilement horizontal est un peu lent, vous avez le temps de détruire tout ce qui se passe à l'écran. Musicalement, c'est extrêmement impressionnant avec les Bitmap Brothers. Et puis les samples qu'ils avaient pris des musiques dance des années 90. Et là, on a forcément des musiques différentes suivant les niveaux qui collent à l'action, comparé à Xenon 2. Et en plus de ça, bah, les ennemis ont des façons d'essayer de vous détruire différentes. C'est pas du tout en fait un jeu où au final tout est prévisible. Il y a des moments, les ennemis réagissent différemment. Et le nombre de missiles qui viennent sur vous est assez impressionnant. Il y a du scoring, il y a un challenge. Il faut savoir que dans le passé, on a même eu des jeux hein, sur certaines consoles où le scoring n'était même pas pris en compte dans un shoot 'em up. Je trouvais ça assez incroyable. C'est-à-dire que tu terminais un niveau, et il te mettait stage 1 complete, hop, tu passais au niveau 2, tu ramassais des vies, des armes. On a connu des trucs comme ça sur ordinateur, hein. Alors que la base du shoot 'em up, c'est quand même le scoring, donc c'était assez sympa. Là, le scoring, vous avez vu, tu peux aller jusqu'en millions au niveau du score, donc après ça veut tout rien dire. Parce qu'au final, t'as différentes façons de jouer, t'as pas les mêmes armes, t'as des niveaux de difficulté différents. Le scoring il rentre en compte si tu gardes le même niveau à chaque fois et que tu joues contre des potes. Si tu joues contre toi-même, bon voilà, c'est pas de trop d'intérêt. Bah, cela dit, voilà, ce jeu-là, Battle Squadron, j'ai adoré et moi j'ai été assez hypé par ce titre-là. Cela dit, à l'époque, quand t'es jeune et que tu as un jeu Mega Drive d'occasion, que en plus ça a été cherché à Paris, qui est pas dans le commerce, parce que Battle Squadron, on va le chercher à Continent, bah il y en a pas. Et ce jeu-là, en fait, si tu veux, il est sorti dans certaines boutiques sur Paris, mais ça s'arrête là. Et bah, mes copains étaient un peu déçus que j'ai pris un shoot 'em up. Ils s'attendaient à ce que je prenne, je sais pas moi, un Shinobi ou un truc comme ça. Et puis moi j'avais pris Battle Squadron parce que je voulais un shoot 'em up. Donc si vous voulez, j'ai un peu commencé à partager mes copains par rapport à mes goûts. Moi ça me dérangeait pas. Mais cela dit, eux ils voulaient à chaque fois voilà, des jeux de combat, des jeux d'action, plateforme, etc. Ça reste une vision différente au niveau du gameplay pour chacun, hein, c'est toujours pareil. Hein.
Mais pour ma part, moi, j'ai été satisfait avec ce jeu, même si les gens ne connaissaient pas. Donc, quand je parlais du jeu, quand j'étais au lycée ou quoi, bah, les gens disaient ah ouais, c'est bien, bah, je connais pas le jeu, écoute, tu me montreras un jour. Mais ils n'étaient pas spécialement hypés par Battle Squadron, alors je me disais, bon, écoute, tant pis, hein, moi, j'aime bien le jeu, et puis voilà. Et voilà, quand tu as Battle Squadron, tu l'as terminé, tu y as beaucoup joué, bah tu te dis tiens, je vais retourner à Paris, je vais faire un échange, le fameux échange à 50 francs. Je retourne chez Amilo Pro et je vois ce jeu, The Immortal. Alors vous connaissez la suite, hein, je pense, hein, vous connaissez la suite. Je vois ce titre-là, je me dis la jaquette, elle est quand même badass, et je me remets en fait à acheter un jeu à la jaquette. Un truc que je n'ai pas fait depuis le Commodore 64 ou l'Atari ST. Hein. Sur Atari ST, j'ai acheté des bouses. Hein, je m'en souviens très bien. Voilà, tu achètes des jeux à la jaquette qui sont parfois également en déstockage. Tu te dis, ouais, ça peut être bien, même si c'est pas cher, c'est pas forcément un jeu de merde. Bah, si, c'est un jeu de merde. Voilà, donc The Immortal, un jeu de même valeur, tu l'échanges 50 francs. Ou même parfois, si tu prends un jeu d'une valeur inférieure, tu payes pas les 50 francs, c'est un échange gratuit. Voilà, donc je prends Immortal. Alors, tu vois, derrière, il y a en effet une belle cover qui te montre les différentes scènes, façon sorcier de la montagne, des pouvoirs magiques. Les pouvoirs magiques, avant que tu les utilises, t'es mort 26 fois. Hein, je t'explique. Hein. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Dark Souls, c'est une blague à côté de Immortal. Hein. Là, premièrement, t'as pas la Solus, tu peux pas terminer le jeu, c'est impossible. Et puis deuxièmement, quand t'as 13-14 ans et que tu joues à ça et que t'as envie de t'initier au RPG, labyrinthe, action, aventure, c'est un mélange de tout. Hein. C'est un jeu d'Electronic Arts. Bah tu te dis en fait là c'est ma première déception, c'est-à-dire que le jeu je le mets dans la console, je joue, je fais ouais c'est pas mal, bon, mais je crois que ça sera pas pour moi parce que bon, musicalement l'atmosphère elle est pas là, graphiquement le jeu il est sympa mais sans plus, c'est assez saccadé. Les animations sont rigides avec la manette. Les ennemis, mis à part vouloir à chaque fois t'égorger et venir sur toi, mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire, c'est que les items que tu ramasses ne servent pratiquement à rien, la plupart du temps. Et en plus de ça, en fait, il y a des pièges. Tu passes ton temps à mourir, tomber dans des crevasses. C'est même pas au pixel près, c'est-à-dire que la programmation est tellement bancale en isométrique que toi, quand tu passes à côté du nombre, tu tombes dans le trou. Quand tu passes également le long d'un mur pour essayer de te protéger de quoi que ce soit, bah il y a des machins qui apparaissent au sol, tu sais pas pourquoi, hein, comme sur l'image. T'as l'impression que la programmation est faite pour te détruire vis-à-vis de ce que tu fais à l'action en temps réel. Alors ok, c'est un challenge au niveau programmation ce qu'ils ont fait, voilà, réagir en temps réel à ce que tu vas faire quand tu avances, etc. La réactivité est sympathique. Cela dit, pour moi, c'est pas un jeu adapté à la Mega Drive. Soit tu joues avec une souris comme sur ordinateur, la manette, faut que tu appuies sur pause, taille dans l'inventaire, les actions sont difficilement réalisables. Il y a des moments en fait, voilà, ton personnage, il n'y a pas des choses cohérentes. Ce jeu-là, The Immortal, il m'a rappelé par moments la saloperie de jeu là qu'ils nous ont sorti sur PS1 avec les Chevaliers de Baphomet, où au final en fait tu fais des choses à l'écran, mais tu as envie de faire autre chose dans l'action. Et tu dois faire un truc qui n'est pas cohérent par rapport à la situation. Et ça, moi je trouve ça insupportable en fait, ce genre de jeu, où au final, si tu ne suis pas le script qui a été prévu par le programmeur pour avancer dans l'action,
et utiliser tel ou tel objet et pas un autre objet, parce que attention, hein, si tu coupes le tronc d'arbre avec une machette, bah ça marche pas. Il faut trouver la scie qui est je sais pas où. Enfin, c'est un exemple. Mais alors que avec les deux éléments, bah comme une arme dans Resident Evil, avec un lance-flamme tu peux cramer une porte. Et ben non, en fait la porte, si elle est fermée avec une clé, tu peux pas l'ouvrir. C'est des trucs en fait moi qui m'agacent profondément dans les jeux. Pourquoi le héros pourrait pas casser la porte, défoncer la porte, mettre le feu à la porte et avancer? Non, en fait, faut prendre un outil, une arme particulière pour ouvrir quelque chose qui est cassable pourtant et qui est franchissable avec ton personnage. D'où dans le futur également la fameuse Lara Croft qui va s'agripper tout le long de la pièce pour faire le tour du tronc d'arbre qui est tombé par terre, alors que cette idiote, elle pourrait juste passer par-dessus l'arbre, et ben non, en fait, elle fait tout le tour de la pièce pour s'agripper à des lianes et arriver de l'autre côté. Enfin, j'ai toujours trouvé ça ridicule, et ce jeu, The Immortal, il m'a agacé à un point où, à un moment donné, tu fais des efforts, tu vas regarder dans des magazines pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire, pour avancer dans l'action, et au final... Tu te dis non, le jeu il se fout de moi. Je vais rester poli. Voilà, terminé. On va le ramener au magasin. J'ai tout essayé, la jaquette elle est belle, mais le jeu c'est pas possible. Je peux pas jouer à ça. Et pourtant il y avait 50 niveaux, enfin 50 chambres. Ils disent 50 chambres dans le truc. Je sais pas si ça correspond voilà. Ils disent en plus, ils osent dire sur la jaquette hein, que c'est un jeu plein écran. Il y a 8 mégas de mémoire. Vous voyez le résultat, hein. Voilà. 8 mégas de mémoire pour faire ça. Et puis saccager l'enfance des joueurs. Voilà. Donc ce jeu-là, aujourd'hui, écoutez, je l'ai dans ma collection pour en effet prendre ma revanche et essayer de le peaufiner. Parce que quand tu as l'âge de 14 ou 15 ans et que tu essayes de jouer à ça, t'as pas la même façon de penser que quand tu es beaucoup plus vieux. Donc on verra, voilà. Décidément, hein, Electronic Arts, ils font partie de ma famille, hein, t'y peux rien. Bien sûr, après, ça sera l'avant-dernier jeu Electronic Arts de ma série sur la première année. Mais les jeux Electronic Arts, comme il y en a qui sont sortis depuis 90-91, bah, c'est les moins chers d'occasion. Donc là, je vais échanger mon Immortal. Je retourne à Paris. Entre-temps, bien sûr, voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, de mon côté, j'ai toujours mon Atari ST, je joue encore à l'Atari ST, alors que, en effet, j'ai une Mega Drive. Cela dit, voilà, je trouve pas mon compte forcément sur la Mega Drive pour tous les types de jeux, c'est-à-dire que les simulations de vol, tout ce qui est course de voiture, comme Vroom par exemple, Microprose Grand Prix, tout est meilleur. Au niveau des courses de voiture, tout est meilleur sur Atari ST. Alors après, il y aura Monaco Grand Prix, bien sûr, voilà. Mais c'est pas une simulation de Formule 1, Monaco Grand Prix, c'est de l'arcade. Hein. Faut pas se leurrer. Donc moi, je préférais jouer à des jeux encore Atari ST. Et puis il y avait F-19 Steel Fighter, il y avait les Voyageurs du Temps, enfin des point and click magnifiques, Another World, tous ces jeux-là. Et les aventures d'Indiana Jones, comment dire, la dernière croisade en aventure de LucasArts, hein, exceptionnel. Enfin, il y avait beaucoup de jeux Atari ST qui. Tu n'avais pas besoin forcément d'une Mega Drive, sauf pour jouer à Street of Rage ou des jeux comme ça. Donc cela dit, voilà, il y a un jeu voilà, qui me fait plaisir. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas essayé de l'avoir dès le début, celui-là. Je pense que c'était une question d'argent et de sélection, peut-être, qui n'était pas forcément disponible. C'est le EA Hockey. Alors, EA Hockey, moi j'ai fait du hockey étant très jeune pendant une année. Après, je suis passé au football tout de suite parce que le hockey c'était beaucoup trop cher. Les équipements, tout ça, c'était trop cher. Et pourtant, j'ai gardé des restes. Je sais toujours faire également du roller assez facilement, hein, en arrière, sur les côtés, tout ça. J'ai gardé comment dire, des petits skills au niveau des patins. Cela dit, voilà, le EA Hockey, ça reste un titre que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Mais surtout,
que c'était la première fois qu'un jeu de sport, après celui que je vais vous montrer derrière, euh, qui était vraiment réaliste parce qu'on par rapport au vrai loisir, au vrai sport du hockey. Les sensations de patinage, les tirs avec la crosse, le public avec les flashs, la glace où on pouvait glisser quand tu tombais, le personnage quand il tombait vraiment les deux mains en avant, etc. Il y avait les fautes avec les projections dans les vitres, il y avait des pénalités, il y avait des jeux en triangle, en une passe au niveau du palais. Le palais, il n'est pas statique comme dans Blade of Steel ou également dans Ice Hockey. Parce que pour moi, sur la NES, le meilleur jeu de hockey sur glace, c'est pas Blade of Steel, hein. C'est Ice Hockey de Nintendo. C'est celui où tu t'amuses le plus. Il est exceptionnel, tu rigoles. Avec les petits, les gros joueurs, et quand ils arrivent, ils poussent les petits qui sont écrasés et tout. Enfin, c'est marrant. Et, par contre, voilà, le vrai premier jeu qui se rapproche de la simulation de hockey sur glace, parce qu'on aimait bien dire à l'époque simulation, sauf que ça reste quand même un jeu où tu te fais plaisir. Simulation, c'est pour essayer de se rapprocher de la réalité. C'est pas forcément réaliste, hein, voilà. On l'a vu sur les FIFA Soccer, hein, avec le temps, hein. FIFA Soccer qui arrivera beaucoup plus tard, hein, beaucoup plus tard, en 93. C'est pas du tout au début de la console, hein, pour ceux qui ont oublié les dates de sortie. Et à la mi-temps, vous aviez également celui qui nettoie la patinoire qui est là, en fait, avec son véhicule. Il y a une ambiance télévisée qui est reprise pour les Jeux Olympiques, plus d'Albertville, on va dire, hein. Si vous voulez, Electronic Arts n'a pas eu la licence pour Albertville euh, pour les Jeux Olympiques, mais ils ont fait leur jeu basé en effet sur les confrontations des nations. Et il y a ce EA Hockey, Electronic Arts Hockey, qui sort chez nous en Europe, et aux États-Unis ils ont le NHL Hockey, premier du nom, qui a les équipes sous licence. Et c'est la même version que la nôtre en Europe avec un reskin des effectifs et des maillots, hein, pour la compétition tout simplement, pour les playoffs de la NHL aux États-Unis. Voilà, ça en reste là, mais c'est un souvenir génial. Et par la suite, il y aura NHL 93 en 92, etc. etc. Ça. Moi, je les achèterai tous jusqu'au. D'ailleurs, je crois que je m'arrête au 94, hein, parce que le 95, je l'achète pas. Je passe sur la PS1 et j'attends le NHL qui arrivera sur PS1, qui arrivera extrêmement tard au final. En 96, fin 96 pour le 97, il arrivera. On aura attendu peut-être 2 ans et demi sans jeu de hockey, mais le 95, je sais pas. Pour moi, il avait perdu déjà son identité. Ils avaient enlevé les combats. Parce que là, il y a des petits combats en fait à chaque fois que vous faites des matchs. Il y a même le puck. Quand vous tirez trop fort, vous pouvez casser la vitre en fait derrière le but. C'est pas mal. Le palais, pardon, je vous parle en anglais. Et le jeu au niveau de l'IA, c'est pas mal, c'est pas mal. Cela dit, une fois que tu maîtrises, hein, tu lattes un peu tout le monde au niveau du jeu. Mais pour ma part, ça reste un très bon souvenir, mais meilleur que The Immortal, hein. Immortal, c'est un jeu qui je pense, si vous achetez la Mega Drive avec Immortal, vous repassez sur Game Boy, hein. Voilà. Donc, on va passer à un autre titre. Voilà, c'est le fameux Thunder Force 3. Et c'est donc la version Genesis que j'ai eu. Là, je vous ai repris les jeux avec les boîtes d'époque que j'ai pris. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir une chose, c'est que on achetait pas, nous étant gamins, on n'achetait pas de jeux japonais parce qu'on nous avait dit que c'était pas compatible. Alors pourquoi c'est pas compatible les jeux japonais? Tout simplement parce que les cartouches, premièrement, elles rentrent pas dans la console européenne. Sauf qu'un jour, voilà, tu discutes un peu avec des copains, des vendeurs, ils te disent ouais, mais tu sais, si tu limes ta console, eh bien tu peux mettre des jeux de Mega Drive japonais. Je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu mets des jeux japonais, ils vont marcher parce que tu limes la carrosserie de la Mega Drive sur les bords de l'insert cartouche. Comment ça se fait? Comment tu fais ça? Et t'as utilisé quoi pour faire ça et tout? Alors
J'avais des potes, ils avaient pris... qu'est-ce qu'ils avaient pris? Déjà, premièrement, à l'époque, pour vous dire, la plupart de mes potes n'avaient pas de tournevis pour dévisser une Mega Drive ou une Super Nintendo, quoi. Non, mais on en était là, en fait. On cherchait des fois dans le garage de nos parents s'ils n'avaient pas les tournevis minuscules, cruciformes ou quoi. Les parents, ils avaient rien. Ils avaient rien, en fait. Donc, déjà, on n'arrivait même pas à démonter nos consoles. La première fois que j'ai ouvert une console, je crois que c'est en 93 ou 94. Et après la PS1, ouais, cette console-là, elle a souvent été ouverte. Mais avoir des tournevis électroniques ou minuscules cruciformes. Après la Mega Drive, c'était quand même pas si difficile de l'ouvrir, mais donc voilà. La version de Genesis, on la prend parce que la version japonaise, j'ai pas souvenir de l'avoir vue en magasin et en plus fallait limer ta console. Moi, j'ai pas limé ma console jusqu'à, je crois, peut-être mi-93, voire ouais, à peu près par là, à peu près par là. Et si vous voulez, ben, le Thunder Force 3 de Genesis, alors il faut savoir pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que il y a deux versions. Il y a deux versions avec un. Alors c'est ici, voilà. Il y a deux versions avec un code barre différent. Cette version-là, qui a ce code barre-là, fonctionne sur votre Mega Drive PAL. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une réédition de Thunder Force 3 de Genesis en 93 où le zonage a été mis en place par Sega sur les consoles, un zonage continental pour empêcher justement les marchés d'avoir une consanguinité dans les marchés, les distributions des produits à l'étranger, et que le marché européen soit consacré exclusivement au PAL, etc. Bon, ça, vous connaissez l'histoire, ça va pas forcément marcher. Cela dit, voilà, il y a des gens qui ont cette version de Thunder Force 3 sans, en effet, la version de Genesis qui marche sur la console PAL. Et moi, ce jeu-là, mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est un plaisir énorme de jouer à ce jeu-là. Musicalement, visuellement, t'en prends plein les yeux. Pour moi, après Street of Rage, qui m'avait mis vraiment une des plus grosses claques au niveau plaisir de jeu, alors que j'avais vu le jeu en photo, là, Thunder Force 3, tu te dis, bordel, c'est un truc de malade ce jeu, c'est jamais vu ça. T'as jamais vu un shoot 'em up avec des effets de distorsion. Même aujourd'hui, les gars, les homebrew que vous faites, c'est même pas au niveau de ce qui a été fait en 1990. Et pourtant, on a d'autres technologies aujourd'hui qui pourraient faire des choses peut-être plus impressionnantes, hein. Les effets de distorsion, c'est un effet que la Mega Drive maîtrise, mais en effet, c'est peut-être pas si facile à exploiter dans un SGDK, hein, pour ceux qui savent. Donc, c'est pas donné à tous les programmeurs de pouvoir faire ce genre de choses. Cela dit, voilà, le Thunder Force 3, des boss énormissimes, un gameplay qui vient de l'espace. Tu peux ralentir et accélérer ton vaisseau, des ennemis qui viennent de l'arrière, devant toi. Il y a des moments, tu as des phases où tu descends et tu passes entre des crevasses dans des grottes. Il y a des mondes sous-marins, il y a des mondes également avec plusieurs plans derrière. Il y a le premier plan où justement tu peux détruire certaines choses. Regardez, il y a même des petites bulles qui sortent de l'eau. Il y a également, voilà, ces séquences de montée et de descente, les décors qui s'effondrent. Enfin, je veux dire, Technosoft, les gars. Les mecs avaient fait des jeux, des beat'em all de merde, là, à un moment donné, adaptés sur la Super Nintendo. Ils ont fait des trucs exceptionnels en shoot'em up. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Je pense que c'est pas les mêmes programmeurs, bien sûr, dans la même compagnie. Mais ces jeux-là sont vraiment incroyables. Le monde des glaces, il est exceptionnel sur ce titre-là. On ressent vraiment, vous savez, l'environnement nous agresser dans le jeu. On ressent vraiment ça. Alors qu'il y a des shoot'em up, voilà, tu passes au-dessus d'une montagne, d'un volcan, tu te dis ouais, ok, voilà, tu ressens pas là, le feu, l'oppression, des flammes. Là, le premier niveau, là, sur la planète Vulcan, quand tu passes là-dedans, là, tu sens la chaleur dans le jeu. Là, tu sens également la densité du
du pôle sud ou du pôle nord, je sais pas sur quelle planète ils sont. Mais tu ressens en effet des contraintes atmosphériques avec des ennemis qui sont en rapport avec le thème. Hein, ça c'est vraiment excellent, et même dans Thunder Force 4 ils pousseront le vice jusqu'à faire par exemple des tempêtes de sable sur un niveau incroyable également. Et puis bien sûr tu voyages dans l'espace après, et tu as tout ce qui a été fait de meilleur sur R-Type mixé à ce qui a été fait de meilleur sur Gradius et Darius. Enfin je veux dire, le jeu c'est... Tu peux rien demander de plus. Tu peux rien demander de plus. Pour moi, ça, c'est un jeu qui aurait pu également faire vendre la console avec le temps. Si Sega avait voulu faire un pack en s'associant avec les gens de Technosoft. Cela dit, voilà, Technosoft, ça reste indépendant par rapport à Sega. Même si vous avez vu par la suite, Virgin qui avait fait les Disney, s'est associé avec Sega pour faire des packs. Voilà, alors vous avez également des effets de profondeur qui vont être repris. Alors là, si vous regardez bien ce niveau, il y a certains jeux qui sont sortis en homebrew, et d'autres jeux également comme Exo Squad qui ont ce même genre de level design qui a été pas forcément plagié, mais grande inspiration. Et puis même le design du vaisseau, même pour Thunder Force, lui-même s'est inspiré d'R-Type, hein, voilà, c'est clair et net. Vous avez les missiles qui longent les décors, ça c'est R-Type. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez l'évolution de Thunder Force 4 qui est excellent. Et ce jeu-là, Thunder Force 3, quand tu le mets sur des enceintes en stéréo avec la prise jack, mais il envoie du lourd. Hein. Il envoie du lourd le jeu. Hein. Et la sonorité particulière de la Mega Drive avec les basses qui sont vraiment... très distinctive par rapport à ce qui a été fait du côté de la Super Nintendo, où tu as plus des musiques symphoniques, très mélodieuses, très avec un fond sonore musique classique qui est très très bien reproduit, façon John Williams pour d'ailleurs les Star Wars et les Indiana Jones sur la console, même les jeux de Square, voilà, c'est exceptionnel ce que nous a fait la Super NES, mais avec un autre thème musical. Tout ce qui était plus beat façon dance, house et musique pop des années 80-90, la Mega Drive c'était la meilleure. Il n'y a pas photo. Il y a un exemple tout fait avec le prochain jeu que je vais vous montrer. Alors, ce jeu-là, encore une fois, tu l'achètes à la jaquette. Tu l'achètes à la jaquette, et ce jeu, je l'avais acheté chez... Alors, je sais plus si ce magasin à l'époque c'était l'ancien Maxi ou l'ancien Stock, parce qu'à un moment donné, vous savez, ils ont inversé les murs des magasins. C'était pas les mêmes enseignes, mais si vous voulez, c'était dans l'ancien Maxi Games où vous descendiez en bas dans l'escalier avec les petites pierres orangeâtres. La disposition était complètement différente parce qu'à un moment il y a eu des travaux également autour de je crois 94-95, ils ont refait tout le sous-sol. Ils ont fait également, vous savez, il y avait un coin PC Engine. Quand vous rentriez dans ce magasin, il y avait un petit coin PC Engine au sous-sol. Il y avait un coin également où vous pouviez voir tout ce qui était import japonais, Super Famicom, etc. C'était assez petit par contre. Mais bon, cela dit, voilà, aujourd'hui, voilà, c'est la boutique de produits dérivés là, que vous avez sur Paris. Et donc, j'ai acheté ce jeu parce que j'aime l'univers de Terminator. Et je me suis fait avoir à la jaquette. Ça, c'est typique le jeu, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'après tous les jeux que je vous ai montrés, qui sont plus ou moins dans le vrai ordre que je les ai eus, je me souviens que Terminator, il fait partie de ces jeux où en effet j'ai fait un échange. Alors j'avais toujours gardé par exemple Thunder Force 3, mais les deux là, Immortal et puis Battle Squadron, je les avais plus. Et j'avais toujours mon jeu de hockey sur glace, Thunder Force. Et j'avais dû avoir un autre jeu, peut-être que je l'ai mis dans la liste, mais je crois pas forcément. C'est peut-être un autre que j'ai oublié entre temps, mais peut-être il me reviendra. Mais le Terminator, voilà, il coûtait assez cher d'occasion.
Alors celui-là, il te fait quand même souffrir au niveau du gameplay dès que tu commences. Tu comprends pas pourquoi ton personnage il lance des bombes. Ça veut dire il lance des bombes en fait sur des avions qui passent au-dessus de toi. Ouais, ok, pourquoi pas. Quand est-ce que tu me donnes un bazooka en fait? Il est où ton bazooka, la mitrailleuse, elle est où là en fait? Parce que si tu connais le film, le mec il a un gun à laser qui défonce les Terminators. Pourquoi je suis à pied avec une casquette? Bon, après j'ai compris l'histoire très très tard en fait parce que j'ai vu l'interview de David Perry qui racontait qu'ils avaient eu l'autorisation de la société qui avait fait le film, je sais plus le nom, là, je suis désolé, là, c'est Orion je crois au début, je crois que c'est Orion, c'est ça. Hein. Et donc ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser ni Schwarzenegger, ni l'acteur Kyle Reese dans le jeu. Comment tu fais un jeu sur Terminator? T'as pas le droit de mettre Schwarzenegger. Donc vous allez voir dans le jeu, le Terminator ne ressemble pas à Arnold Schwarzenegger. Il est musclé, mais il a les cheveux un peu rouges. Voilà. Il a un mulet. Ok. D'accord. Et donc, par contre, voilà, votre héros, bah, c'est un personnage rebelle, hein, on va dire, qui interprète John Connor ou Kyle Reese à un moment donné, mais tu peux imaginer que c'est également un spin-off du film, tu peux imaginer. Cela dit, à un moment donné, tu interprètes l'acteur, voilà, Kyle Reese, dans le jeu, c'est-à-dire que le prénom du personnage, ils peuvent l'utiliser, mais ils peuvent pas utiliser la photo de l'acteur pour mettre dans le jeu ni Schwarzenegger. Donc on se retrouve avec parfois des différences au niveau des couleurs, dont l'imperméable là, de Kyle Reese, et tout ce qu'ils ont le droit d'utiliser, c'est la photo du film. Ils ont payé en fait Virgin pour avoir l'autorisation de présenter au niveau marketing l'image du film, et c'est tout en fait ce que vous aurez dans le jeu. Cela dit, ils ont également les musiques, donc ça c'est vraiment top. C'est-à-dire que l'introduction du jeu mélangée en fait à en effet l'ambiance apocalyptique, c'est très bon. Et voilà, on a donc ici les personnages. Kyle Reese qui ne ressemble pas à l'acteur. Voilà, ils l'ont grimé, ils l'ont légèrement modifié. Et puis Sarah Connor, bon voilà, ils ont quand même réussi à faire plus ou moins son visage sans forcément. C'est pas un personnage du jeu. C'est-à-dire que même David Perry s'est demandé à un moment donné s'il pouvait pas utiliser Sarah Connor pour faire l'aventure. Sauf qu'en fait, il peut pas mettre Sarah Connor sans mettre Reese. Donc ça paraissait compliqué de la faire travailler au McDo et puis au final faire un jeu de gestion d'employés d'un restaurant. Non, on pouvait pas. Donc au final, ils ont réussi à faire un mix sans forcément. Bref, pour retourner à cette histoire au niveau de Terminator, le jeu se termine en moins de 20 minutes. Ouais, donc au final, là c'est la fin du jeu par exemple. Je me souviens d'un speedrun que j'ai fait, j'ai mis 17 minutes pour le terminer le jeu. Et je vous parle de ça en fait, c'est pratiquement après avoir en effet eu le jeu au bout d'une semaine. Hein, c'est un jeu qui est fait pour en effet, vous savez, comment dire, faire vendre le film, le produit, les jouets, les jeux aux enfants, aux fans. Et quand vous avez terminé ce jeu-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pas grand-chose, hein, à part l'utiliser comme monnaie d'échange. Et c'est ce que je vais faire hein, par la suite, hein, très très rapidement. Et je sais que ce jeu-là, je vais pas le garder longtemps. Cela dit, moi, je m'amusais à laisser la musique d'intro avec la musique du film Terminator, mais le jeu, j'ai dû le terminer 7 ou 8 fois pour m'amuser comme ça à un moment donné. Bon, t'en as marre. Tu le montres à des copains, tu t'amuses à faire un ou deux speedruns. T'as quand même une arme avec un fusil à pompe.
Il y a également la bataille dans la Tech Noire, le bar, voilà, le bar avec le combat contre le Terminator qu'on va voir ici, vous voyez. Donc le Terminator, il est plus ou moins ressemblant quand même, il est habillé en cuir, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser l'image de Schwarzenegger, c'est toujours pareil. Cela dit, ils ont réussi quand même à faire un truc vraiment sympa, et puis tu vois quand même Sarah Connor qui est assise sur le petit canapé. Bref, grosse déception. C'est un des jeux de David Perry qui avait fait Earthworm Jim, Cool Spot, le livre de la jungle, Aladdin. Et ça reste en effet un très très bon jeu sur 15 minutes. Voilà, ça reste un bon jeu. Moi j'ai bien aimé le jeu, mais 15 minutes, voilà. Et pour les gens qui l'ont acheté à l'époque, 499 francs à la sortie, je peux vous dire que ça fait très très mal au porte-monnaie. C'était le même prix que par exemple pratiquement allez, un Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo. Donc à vous de voir hein, lequel vous préférez. Voilà, voilà. Donc par la suite, eh bien on a un autre jeu de sport que là un copain me vend. C'est un copain avec lequel je jouais au foot à l'époque, hein, qui m'avait vendu son John Maiden. Alors c'est pas celui-là d'époque, hein, bien sûr, hein, c'en est un autre celui-là. Il me dit, tiens, il y a si t'aimes bien, parce qu'à l'époque le foot américain, on commence un peu à en parler. Je sais plus s'il y a des matchs, c'est plus 93-94 où ça commence à passer, peut-être à Canal+ ou sur une autre chaîne, je sais plus. On commence à voir des extraits à droite à gauche en fait de matchs, et parfois il y a un ou deux matchs dont le Super Bowl qui passe. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je connais rien aux règles, je connais rien, et c'est mon premier jeu en fait où je découvre. Alors cette tête, dans mes souvenirs, je sais plus si c'est Maiden 91 le tout premier, ou si c'est Maiden 92 que j'ai en tout premier. Cela dit, voilà, ce titre-là, il m'initie en fait aux règles du football américain, et je découvre assez agréablement que il y a des règles vraiment assez intéressantes, c'est-à-dire que tu dois faire 10 yards sur 4 essais pour progresser, et puis minimum, et puis ensuite essayer de marquer dans le camp adverse, hein, voilà. Ça, tout le monde a compris l'histoire. C'est un terrain qui est légèrement plus petit qu'un terrain de football au niveau du football, on va dire, européen mondial, hein. Football américain, c'est légèrement différent. Mais cela dit, je trouve le jeu intéressant. Alors, il n'y a pas, par exemple, les noms des joueurs. Il n'y a pas la licence pour les joueurs de foot américain. Au niveau des clubs, c'est vraiment particulier. Cela dit, nous, voilà, t'es très jeune, hein, donc tu connais pas de toute façon. Toi, t'as entendu parler à un moment donné de Dan Marino, ou t'as entendu parler de Troy Aikman, de Joe Montana, mais grâce parfois à des jeux sur console. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où tu sais avec qui tu joues dans le jeu. Donc au final, voilà, tu prends Dallas, tu prends Philadelphie, tu prends Chicago, tu prends New York, parce que c'est des villes que t'aimes bien. Et tu vois qu'au niveau tactique, tu te dis, mais c'est pas mal du tout quand même. Alors le problème qu'il y a sur ces premiers jeux Maiden, c'est que la difficulté de l'IA, elle est nulle. Il est nul à chier au niveau de l'IA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux gagner tes matchs 32-0, 24-0, suivant les minutes de carton que tu mets, l'ordinateur est nul. L'intérêt, c'est de jouer à deux. Par contre, au niveau des plaquages, au niveau des jeux en course, des blitz que tu peux faire pour saquer les quarterbacks adverses, également, il y a également tout ce qui est punt, et puis les dégagements pour pouvoir, voilà, d'ailleurs il en fait un, pour pouvoir changer de côté. Le défilement du terrain est très bien fait. Il y a également les arbitres qui sont présents, qui apparaissent. Il y a la voiture pharmaceutique qui arrive pour prendre les gens sur un brancard et les amener.
comme on voit à la télé, comme vous aurez vu également aux États-Unis en 94 à la Coupe du Monde de foot où il y avait cette petite voiture qui prenait les joueurs blessés. Euh, Par contre, on n'a pas les stades de la NFL. On n'a qu'un seul stade qui est modélisé, mais ça s'arrête là. Donc c'est peut-être au niveau de l'immersion, il y a beaucoup de choses à faire encore. Ça va commencer plus vers 94 où ils vont avoir le nom des vraies équipes et les noms des joueurs avec les numéros également. Là sur les dossards, il n'y a pas les numéros des joueurs. Donc par rapport à Bulls Lakers, on ne sait pas avec qui on joue. Mais cela dit, voilà, ça reste tout de même assez intéressant par moment. Alors cela dit, voilà, vous voyez quand vous prenez un joueur avec une étoile en dessous, il y a le numéro du joueur qui s'affiche. Donc si vous savez que le numéro 66 c'est tel ou tel joueur, c'est sympa. Nous en Europe, on ne sait pas qui c'est. Il y a les commentaires par moment qui apparaissent au niveau vocal hein, de John Maiden qui commente le match également. Et puis il y a des séquences où malheureusement tu vois pas le public. Alors les stades paraissent un peu vides et on n'a pas l'impression de jouer forcément dans une enceinte sportive. On a l'impression de jouer à huis clos à chaque fois. Et puis il y a cette petite. Le problème dans ce jeu-là, je trouve que c'est l'ambiance sonore. C'est que la foule, c'est un sèche-cheveux, c'est chut. Enfin, il n'y a aucun effort de ce côté-là. Et cela dit, tout le reste est sympa. Hein. Après, au niveau des sprites, les joueurs sont beaucoup trop petits, même en 60 Hz. Tout ça, ça va être corrigé à partir du 93-94. Ils vont déjà faire des choses beaucoup plus sympas. Et pour moi, c'est une très bonne initiation au foot américain où je découvre un sport que je ne connaissais absolument pas au niveau des règles. C'est-à-dire que j'avais déjà joué au baseball par contre. Même au collège, on avait des séances où parfois en fin d'année on faisait des matchs de baseball et on nous avait appris les règles, je les connaissais. Le foot américain, c'est très particulier, beaucoup de temps mort, et tout ça est très bien retranscrit au niveau réalisme dans le jeu. Et par contre, moi, j'avais pas du tout connu les Joe Montana sur Mega Drive parce que j'avais commencé par Maiden et Maiden, en fait, j'ai voulu toujours progresser et rester sur ce jeu-là par rapport au défilement de l'écran. Pour moi, en fait, jouer vue horizontale de côté sur un Montana, je pouvais pas. J'avais du mal avec la manette, je voyais mal l'action. Maiden, c'est parfait pour moi au niveau visualisation pour faire des passes, interception, plonger également pour récupérer le ballon, courir entre les défenses. On pouvait remonter la balle comme à la télévision où tu passais entre tous les joueurs à fond et tout, c'était vraiment très bien. C'est un des premiers jeux vraiment avec les jeux de baseball sur la console et le hockey sur glace qui te permettent d'avoir des sensations réalistes par rapport au vrai sport. Alors que comme je vous l'ai dit, le basket c'est pas encore ça. David Robinson c'est pas ça du tout non plus. Le basket est en mal sur la console et pourtant il y a des très grands joueurs de NBA. Bref, John Maiden 92 et John Maiden 91, hein, si voilà, dans mes souvenirs j'avais l'un et pas l'autre. Mais ça reste parmi mes premiers jeux sur la console. Et puis je vais vous montrer deux prochains jeux. Pour terminer, je pense qu'on va s'arrêter à novembre 92. Alors voilà, ce jeu-là, tout simplement, moi sur Master System, je l'ai dosé, mais à un point... C'est-à-dire que moi, étant fan de Michael Jackson depuis déjà facilement 88, c'est-à-dire que tellement j'étais fan de Michael Jackson, en 88, quand elle était passée à Paris, au Parc des Princes, en juin 88, moi j'étais très jeune, hein, j'écoutais en fait dans mon lit avec les écouteurs, le concert passait à l'époque sur RTL à la radio en direct. Et j'avais en fait envie en fait de voir, d'écouter et puis de participer parfois également aux activités à travers les médias hein, que pouvait présenter l'artiste. Mais quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, malheureusement tu peux pas forcément aller à un concert, tu peux pas non plus acheter plein de goodies, des produits dérivés, tout ça. Je me souviens également
d'artistes qui mimaient très souvent dans les spectacles. Même, on avait eu un spectacle en fin d'année en école primaire. Je vous parle de ça, c'était peut-être en 86-87. Un spectacle en fin d'année avec quelqu'un qui avait fait un show sur Beat It et Billie Jean de Michael Jackson qui était vraiment exceptionnel. Je veux dire, Michael Jackson à l'époque c'était l'artiste numéro un dans le monde jusqu'à, je pense, aller 97. Après 97, ça a un peu, ça s'est un peu tassé. Mais voilà, les produits dérivés qui arrivaient, il n'y en avait pas beaucoup parfois, pour en effet un public très jeune, hein, mis à part écouter les musiques, etc. Mais voilà, tu as sur Master System le Moonwalker que j'ai eu, et puis tu as Moonwalker Mega Drive qui est un monument de la console Mega Drive, c'est-à-dire que plein de gens associent la Mega Drive à Street of Rage, à Sonic, mais aussi à Moonwalker, tout simplement, et pas à Terminator, à The Immortal, hein, ça c'est clair et net. Et puis Castle of Illusion aussi, Castle of Illusion mais Castle of Illusion c'est pour un public plus particulier, c'est-à-dire que plein de gens, quand on te parle de la Mega Drive avec des gens qui ne connaissent pas la console, ils disent ouais, il y avait quand même Sonic, puis Michael Jackson, il y avait un jeu sur Michael Jackson, c'était génial, tu pouvais faire des mouvements, tu pouvais écouter les musiques pendant le jeu, faire lancer de la magie pour tuer les ennemis, il y avait des chorégraphies, enfin, ce qui avait été fait sur ce jeu-là n'avait jamais été fait avant, même sur Amiga Atari, au niveau du jeu Moonwalker, parce que le jeu Moonwalker, il sort sur plein de plateformes à l'époque. Étant au cinéma sorti, il était sorti au cinéma, pourtant c'était une compilation de clips scénarisés, mais c'était pas forcément un film, hein, Moonwalker à la base, c'était en effet une promotion pour l'artiste, pour son bad tour, à l'issue du bad tour on va dire. Il avait tourné d'ailleurs le film Moonwalker durant sa tournée, il allait faire des allers-retours entre les clips, hein, pour compiler le film. Puis donc dans le jeu tu as en effet Beat It, tu as Billie Jean, la chanson Bad, tu as Smooth Criminal et Another Part of Me, en fait la musique qui est dans la version de Thriller, dans le cimetière. Alors c'est dommage, tout le monde aurait voulu entendre la musique de Thriller, je sais pas pourquoi ils l'ont pas faite. Depuis le temps, hein, sur internet on peut entendre en effet des gens qui ont réalisé d'autres musiques de l'album Bad en version Genesis Sega, et même de l'album Thriller, ils ont fait d'autres musiques, hein, qui auraient pu être intégrées au jeu. Alors moi, un des rêves que j'avais, je me souviens, c'était qu'il y ait un Moonwalker 2 qui sorte sur Mega Drive. Et vraiment, j'aurais adoré qu'on fasse une suite avec d'autres musiques, d'autres décors, et un jeu un peu plus profond au final, où tu as des choses toujours dans l'action, la plateforme et les chorégraphies, pas dans l'aventure, parce que je pense que l'aventure c'est pas forcément, voilà, on n'est pas dans les chevaliers de Baphomet, et voilà, c'est pas le thème, mais quelque chose une activité intense, de l'action, et puis toujours que ça booste à droite à gauche au niveau des gestes de danse, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Moonwalker Mega Drive, moi je l'ai adoré sur Master System. Quand je l'ai pris sur Mega Drive, j'ai vraiment bien aimé le jeu, il n'y a pas de problème. J'ai apprécié la musicalité différente qui a été vraiment approfondie au niveau des chansons de Michael Jackson, mais ayant fait le jeu sur Master System et depuis déjà 1 an et demi et l'avoir poncé comme il fallait, j'ai pas trouvé le jeu extrêmement différent. J'ai trouvé des qualités en effet qui étaient vraiment très bonnes sur la version Mega Drive. Cela dit, je m'attendais encore mieux que la version Master System, et plus impressionnante. Alors bien sûr, je suis peut-être trop sévère, mais je pense que la personne qui commence par la version Master System sera moins impressionnée par la version Mega Drive.
hein, c'est peut-être ça en fait la chose. Alors dans le jeu, au niveau du gameplay, il y a une petite phase labyrinthique où vous cherchez les enfants qui sont piégés dans des coffres, derrière des portes, dans des grottes, des cavernes, au niveau de la chanson Billie Jean par exemple. Cela dit, c'est vrai que c'est très redondant, mais ce qui apporte de l'intérêt au jeu, c'est surtout la qualité des gestes de Michael. Et puis, à un moment donné, regardez, là c'est parfait. Michael peut ramasser une étoile filante qui passe et se transformer en robot comme à la fin du film et dézinguer en fait tous les ennemis rapidement. Et il y a des petits trucs secrets comme ça qu'on savait pas qu'on avait le jeu. Cela dit, sur Master System, le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde, comme sur la version Mega Drive, quand vous perdez, je peux vous dire que vous avez la rage, hein, parce que ça fait quand même 1h40 que vous jouez. Le jeu est pas si court que ça, hein, et moi je me faisais des runs assez longs en fait sur Master System, et quand tu perdais au dernier niveau avec le robot et le vaisseau, parce qu'il se transforme en vaisseau aussi pour détruire l'ennemi à la fin, le dealer de drogue, hein, qui donne de la drogue aux enfants, c'est mal, tout ça. Parce que c'est ça le thème du film, voilà, ne touchez pas à la drogue, etc. Bon, tu connais la suite, hein, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste tout de même en fait un jeu extrêmement intéressant pour les fans de Michael Jackson et l'icône que représentait Michael Jackson dans les années 90. C'est ça le point fort. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, vous sortez aujourd'hui un jeu sur Britney Spears en 2024, on s'en fout, voilà. Bon, c'est vrai que Michael Jackson, tu sors un jeu vidéo de plateforme en 2024, ça va intéresser les gens, c'est vrai. Mais à l'époque, il y avait une... Voilà, t'achètes le jeu non seulement à la jaquette, mais aussi parce que tu vas avoir une expérience de jeu pour te rapprocher de ce que représente l'artiste au niveau mondial. Parce que la proximité de Michael Jackson à l'époque, pour les fans, elle est très virtuelle, parce qu'au final, il n'y a pas les réseaux sociaux. Tu attends de voir une image ou une vidéo à la télé, d'acheter un album, mais jouer avec l'artiste dans un jeu vidéo, c'est extrêmement rare, voire ça n'existe pas, quoi. Même sur Atari ST Amiga, ils ont fait un jeu d'aventure sur Moonwalker. Bon, c'est sympatoche, mais t'as pas l'impression d'être avec Michael Jackson en train de jouer. Là, tu fais les mouvements de danse. Il y a Bubbles, son singe, qui est avec lui, qu'il avait pendant la tournée Bad à l'époque, hein, qu'il avait amené au Japon. Cela dit, voilà, moi je trouve que le jeu est vraiment sympa. Et les gens aujourd'hui s'en souviennent pour ce que ça représentait au niveau marketing. Et les gens de Sega le savaient très bien. C'est-à-dire que ce jeu-là, pour vous dire, Moonwalker, j'ai dû l'utiliser 2 fois comme monnaie d'échange à l'occasion, et la 3e fois, je l'ai repris encore. C'est des jeux en fait qui circulaient beaucoup entre les gens. C'était un jeu qui je crois, coûtait d'occasion 150 francs à un moment donné, en 93-94. Il était facilement accessible. Donc tu le rachetais, tu le revendais, tu le récupérais. Bon, ça te permettait d'avoir d'autres jeux derrière à la suite, mais si vous voulez, c'est un jeu, voilà, qui a marqué les fans de Michael Jackson. Et quand on sait le nombre de fans qu'il y a dans le monde de Michael Jackson, ça reste pas négligeable pour Sega d'avoir fait ce coup marketing comme ils ont fait avec toutes les stars de sport américain, dont Michael Jordan, dont Joe Montana, et puis des stars de baseball, hein, voilà, qu'ils ont approché pour faire leur jeu. Ils ont été extrêmement forts et intelligents, et même Ayrton Senna pour la Formule 1 qu'on oublie. Mais d'ailleurs, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais les jeux que j'ai plus tard, c'est sûr que ça va s'accumuler et ça va aller en grandissant, parce que les jeux sont de plus en plus accessibles vu le prix baissant des jeux anciens. Et vous pouvez avoir pour 150 francs ou 99 francs des jeux d'occasion assez facilement, ou à l'époque, rien qu'un Battle Squadron, ça coûtait 250 francs, encore en 92. Donc il y a quand même une marge énorme de prix. On pouvait avoir 2-3 jeux pour le prix d'un 2 ans avant, facilement. Allez, on va terminer avec un dernier jeu.
Alors voilà le dernier jeu en fait auquel j'ai joué dans mes premiers titres sur la console. Celui-ci, je crois qu'également c'est un copain qui me l'avait vendu. Et c'est d'ailleurs le même, je crois qu'il m'avait vendu également le John Maiden. Il m'avait dit quelque chose comme 300 francs pour les deux, je te les vends, 150 et 150, un truc comme ça. Il s'en foutait, lui, c'était pas. Il arrêtait le jeu vidéo, lui. Je me souviens que c'était un copain du foot qui avait énormément de jeux. Les premières années, il avait la NES, il avait pas eu la Master System, il avait plein de jeux NES, il les finissait tous, il jouait beaucoup. Lui, c'était un toxico de chez Toxico au niveau de la Nintendo NES. Il avait vraiment besoin d'arrêter de jouer. Son père lui avait passé des savons pas possibles pour qu'il arrête. Euh, si vous voulez, il vendait sa Mega Drive donc. Et il vendait les jeux il avait. Il les vendait pas cher. Je sais pas exactement. Je pense que le fait que je sois un de ses copains, voilà, en effet, ça a beaucoup aidé. Voilà, il m'avait vendu également le Shinobi de la Mega Drive. Alors à l'époque, moi je peux pas vous dire sincèrement si j'avais la révision 0, 1 ou 2 ou 3, j'en sais absolument rien. J'ai essayé de vérifier, je me souviens si la version que j'avais si la version que j'avais de Shinobi, bah, c'était la version avec Godzilla, Spider-Man bleu ou rouge ou Rambo à un moment dans les ennemis. Sincèrement, je me souviens pas avoir vu des détails particuliers. Je pense que moi j'ai la dernière, j'ai racheté en occasion la dernière version existante de ce jeu-là et il doit pas avoir tout ça. Mais je vais quand même essayer de rejouer pour me redonner un avis. Alors là, au niveau de Shinobi, voilà, je vous parlais de la culture pop hein, au niveau de Sega qui était très forte pour euh, euh, ranger un public adulte dans le jeu vidéo, là où Nintendo vraiment conservait un esprit très très jeune dans tout ce qu'il faisait. L'ambiance ninja, c'est-à-dire aux États-Unis dans les années 80, début 90, il y a beaucoup de films avec l'ambiance ninja. Rien que Karate Kid, les ninjas, American Ninja, enfin, je sais plus ce qu'il y a d'autre, il y en a plein. Même les films de. À un moment donné, si vous voulez, les films de Kung Fu qui étaient importés et travestis aux États-Unis avec d'autres personnages, où ils changeaient parfois également l'ambiance. Et ils réadaptaient des films d'Hong Kong aux États-Unis avec d'autres licences. Hein. Ils changeaient les personnages, mais ils gardaient également le fond visuel des combats, etc. Et cette façon d'adapter le cinéma américain à travers les films chinois ou de Hong Kong, c'est un truc voilà, qui est pas forcément réaliste parce que souvent vous aviez des gamins qui se battaient contre des méchants qui étaient assez gros, tout ça. Euh, Ça restait un peu ambiance jeu vidéo, mais il y a beaucoup de nanars dans le cinéma américain autour de ninja. Le Shinobi, il fait partie en fait des jeux très sérieux sur l'ambiance ninja, même si à un moment donné, bon, ça reste du folklore. T'as un petit mélange de super-héros qui saute très très haut, qui est capable de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire qui se bat dans des labyrinthes. On a un peu l'ambiance, vous savez, par moment, attention, hein, je dis par moment, Sankukai, XOR, où le gars est en une combinaison vraiment particulière et il est chargé d'une mission pour sauver un peu, soit pas le monde, mais le pays, voilà, d'un conflit et d'un dictateur ou je ne sais quoi. Là, il n'y a pas d'extraterrestres ou de choses comme ça, même si les boss parfois sont assez énormes et viennent d'une autre planète. Hein. Alors, Shinobi, par contre, au niveau visuel, je le trouve assez impressionnant. Les ennemis sont vraiment très très intéressants par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres jeux de ninja, c'est-à-dire que vous allez avoir des ninjas ennemis qui vont arriver avec des ailes de chauve-souris pour voler et essayer de vous fracasser vu de haut. On l'a vu dans les grottes et les cascades d'eau juste au début du jeu, là, il y en a un qui va apparaître. Et le level design, voilà, il y en a un qui est là. Et le level design avec ses chutes d'eau, ses cascades, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que quand vous jouez à l'époque
sur, pas prise Spiritel, mais prise RCA avec ce léger flou, bah, et sur une cathodique, hein, parce que si vous jouez aujourd'hui sur une télé LED ou du pixel perfect, vous n'allez pas ressentir en fait le côté réaliste du jeu, parce que l'image est trop lisse, trop parfaite. Mais à l'époque, tu avais l'impression d'être la nuit, dans la brume, avec une ambiance vraiment façon série de ninja ou XOR ou Sankukai. Après, il y a quelques éléments qui sont parfois un peu folkloriques, façon américaine. Vous voyez, là, le super pouvoir, où le gars il se transforme, il lance des flammes ou des choses comme ça, où il devient invisible. Euh, et ça fait partie en fait de l'imagination des séries B, hein, des séries B de seconde zone, des films de seconde zone de combat. Mais à partir de là, le jeu est plutôt sérieux, plutôt adulte, avec des décors vraiment différents. Les musiques, encore une fois, sont exceptionnelles, hein. Voilà, les pouvoirs du dragon là, qui tournoient et font des flammes pour détruire les ennemis. Mais moi, j'ai bien aimé ce jeu, surtout musicalement, les musiques de Shinobi. Si vous avez des vinyles à acheter au niveau de votre collection, les gars, Street of Rage Shinobi avec les musiques de Yuzo Koshiro, c'est un truc de dingue. Ça fait partie des meilleures musiques de la Mega Drive. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi Yuzo Koshiro il a réussi à sortir de la Mega Drive des sons qu'on n'avait jamais entendus dans d'autres jeux, et pourquoi d'autres personnes Là, vous voyez, par exemple, vous avez des nonnes qui se transforment en ninja. Ça, c'est des signes en fait qui peut-être ne seraient peut-être pas tolérés dans les jeux d'aujourd'hui. C'est assez amusant de voir ça. Cela dit, au Japon, on sait très bien que par exemple, hein, le Castlevania sur Super Famicom, les signes religieux comme la croix ne sont pas censurés, alors qu'en Europe, ça a été censuré, tout ça. Et puis ici, on retourne dans une ambiance plus sérieuse, façon combat de kung-fu à la Jackie Chan, à Hong Kong et en Chine. Moi, je suis très content pour ma part des premiers jeux que j'ai eus. Ça m'a permis de me familiariser avec l'ambiance Sega et puis surtout d'avoir un avis positif sur la console, alors que des gens voilà, qui ont commencé avec des petits jeux, peut-être comme Kid Caméléon, là il y a le Spider-Man qui est là d'ailleurs, vous voyez, qui a été censuré à un moment donné. Mais les gens qui ont commencé avec des petits jeux comme Kid Caméléon, même The Immortal, qu'est-ce qu'on a d'autre les premiers Altered Beast. Alors Altered Beast, c'est pareil. Moi sur Mega Drive, je l'ai pas acheté avant l'occasion, peut-être en 93. Altered Beast, c'est si vous voulez, c'est un jeu qu'on avait sur Master System. Et je l'avais terminé déjà plusieurs fois sur Master System pour m'amuser et j'avais pas envie d'y rejouer sur Mega Drive. Je le trouvais très impressionnant sur Mega Drive au niveau de la corpulence, les muscles des personnages qui étaient décuplés, qui étaient énormes, les transformations avec les animaux également. Très très bien faites sur Mega Drive, mais j'avais pas forcément envie d'y jouer. Plus que ça, le jeu m'avait lassé. Ghostbusters, c'est pareil. Ghostbusters, j'ai jamais eu envie de l'acheter sur Mega Drive et je ne l'ai jamais acheté. Je l'ai acheté, je crois, en 2015. Voilà. J'avais même pas joué sur émulateur ou quoi, ça m'intéressait pas. Parce que moi, les petites personnes. Pourtant, Ghostbusters Mega Drive, c'est un des meilleurs jeux sur le thème des SOS Fantômes. Moi j'avais fait la version Master System qui m'avait plu, hein. On avait 5 ou 6 jeux sur Master System, dont Adventure Dragon's Trap. Et d'ailleurs j'ai été déçu moi par les Alex Kidd Mega Drive, et j'ai été déçu par les Wonder Boy sur Mega Drive. J'ai préféré les versions Master System et aussi l'aventure PC Engine qui existe, hein, si vous la connaissez. Qui est très bonne, hein. Le Adventure Island là qui est vraiment sympa. Et sincèrement en fait moi je pense que quand tu commences avec des bons jeux comme ça mi-92,
après que la console soit bien sortie, bah, tu peux être satisfait en fait de ce que tu as. Et pour vous dire, hein, j'en ai déjà parlé, mais j'ai jamais eu envie d'acheter la Super Nintendo, de me dire tiens, je vais revendre la Mega Drive, je vais acheter la Super NES. La seule fois où j'ai eu envie en effet de m'acheter une Super NES, c'est plus fin 93. Et c'est ce qui va se passer parce que j'ai un copain qui me vend sa Super NES US avec l'adaptateur alimentation pour brancher sur les prises secteur européennes. Lui, il arrête la console pareil. Et il y a Mortal Kombat qui est là. Alors ça devait être encore septembre ou octobre ou novembre 93 qui me vend sa console. Et ça tombe parfaitement parce que à un moment donné, si vous voulez, moi j'ai envie de jouer à des jeux de sport qui sont parfois meilleurs sur Super Nintendo. Comme les Maiden sont meilleurs, les FIFA sont meilleurs, je trouve. Au niveau, à certains niveaux, ils sont un peu meilleurs. Il y avait les ISS aussi qui sont arrivés. Et puis les Star Wars, tout ça. Enfin, la Super NES en 93, j'ai vraiment envie de l'avoir pour plein de choses. Et donc en effet, je passe en plus de la Mega Drive à la Super NES avec de l'occasion encore une fois. Mais avec les jeux que j'avais, j'ai jamais eu envie de me dire tiens allez hop, on passe sur Super NES, il y a Super Mario World, tout ça. Non. En fait Super Mario World, j'avais pas envie d'y jouer, ça m'intéressait plus. Parce que je pense que j'avais passé l'âge de sauter par-dessus des petits trous avec une petite musique, etc. Alors qu'au final, regardez aujourd'hui, bah, j'adore y jouer, mais quand t'as 14, 15, 16 ans, bah, t'as envie de trucs un peu plus adultes par moment. Après, c'est des petites périodes comme ça, mais des fois tu reviens en arrière, hein, voilà. Il y a ce côté enfantin qui t'amuse, dont le fameux Castle of Illusion que j'achèterai pour la première fois. Je crois que je l'achète après World of Illusion d'ailleurs, hein. On a déjà Castle of Illusion sur Master System, et ça fait pas partie de mes priorités sur Mega Drive. Et vous verrez, si je fais une vidéo autour de début 93, je prends Quackshot, je prends World of Illusion en décembre 92, je prends Castle of Illusion, je fais tous ces jeux Disney que je n'avais pas fait. Et 93, c'est l'année où vous aurez en fin d'année, bien sûr, Aladdin et tous ces grands jeux de Virgin avec Cool Spot. Il y a également Flashback qui sortira sur Mega Drive. Enfin, il y a des très très bons jeux, hein, qui vont arriver. Je prendrai également Thunder Force 4 qui était très très cher d'occasion pendant très longtemps. Donc je ne l'ai pas acheté tout de suite. Mais ça va me permettre de prendre les jeux moins chers qu'à la sortie, bien sûr. Voilà. Donc je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Profitez de vos jeux. Ciao à tous. Salut.